Bonjour. Donc, je vous avais promis cette conférence sur le pouvoir des images et des actions symboliques pour les enfants. Donc, la voici. Et je vais vous présenter comment fonctionnent les actions symboliques, ce que c'est avant tout, et comment elles peuvent être utilisées lorsqu'elles sont associées justement à des images. Et ici, pour répondre à des besoins très courants que peuvent avoir les enfants, un manque de confiance en soi, besoin de sécurité, besoin de reconnaissance, de concentration, pouvoir gérer ses émotions et bien d'autres choses encore. Et donc, je vais vous montrer comment fonctionne vraiment ce type d'outil et en quoi il privilégie l'autonomie et l'estime de soi et comment il aide les enfants à activer et vraiment à utiliser leurs propres ressources, leurs propres forces. Donc, je vous présente Dulcis Lumi. C'est une petite chose en apparence, aux yeux sombres et qui appartient au domaine de la nuit. Sous ses airs enfantins, elle détient une puissance incomparable, puisqu'elle maîtrise le monde insondable des rêves. À l'arrière de son cou se dresse une large collerette surmontée de petits capteurs. Ce sont ces petits points-là que vous voyez. Et dès qu'un cauchemar se prépare à entrer dans un rêve, Dulcis l'intercepte et le maintient prisonnier sous le dôme qu'elle a au-dessus de la tête et qui ressemble là à un parapluie. Et à ce niveau-là, le cauchemar est détruit avant qu'il n'entre dans le rêve. Mais Dulcis ne s'en tient pas à être une gentille image. Elle entend agir concrètement. C'est sa fonction. Et pour ce faire, elle demande à l'enfant une action symbolique. Il faut que le portrait de Dulcis soit exposé sur un petit chevalet et qu'il soit placé à côté du lit à hauteur de la tête. Elle demande que l'enfant puisse, sur le dos de sa main gauche, dessiner une petite série de petits points alignés comme les capteurs que Dulcis a à l'arrière de sa tête. Et troisième chose, elle demande que l'enfant lui confie son sommeil et ses rêves et qu'il lui demande de prendre soin de lui et que la nuit lui apporte de beaux rêves. Alors, qu'est-ce qui se passe ici au niveau de l'action symbolique? Et pourquoi la consigne des petits points sur la main, c'est si important? Eh bien, au lieu de s'en tenir à une simple image protectrice posée à côté du lit, l'enfant, en dessinant sur sa peau les petits points, les petits capteurs de Dulcis, crée en fait une connexion concrète et pas seulement imaginaire avec la magicienne. Il matérialise son lien psychique avec elle. Il porte sur lui, sur sa main, un signe qui lui dit là, je peux faire quelque chose. Et le cauchemar, c'est typiquement une expérience où quelque chose arrive, mais sans que les enfants aient aucune prise. Ici, ils vont pouvoir passer de quelque chose qui dit je subis à là, j'ai une chose à faire. Là, je suis équipée. Et les points déplacent en fait le pouvoir du magicien, de l'allié, vers l'enfant, qui devient comme Dulcis, puisqu'il a lui aussi les capteurs magiques et est relié à elle. Et ce n'est pas une magicienne qui ferait tout à la place de l'enfant, c'est plutôt une magicienne qui lui donne un outil et l'enfant s'en empare. Et la nuit, quand il se réveille, l'enfant doit pouvoir distinguer dans la pénombre l'image de Dulcis. Donc là, c'est bien quand même d'avoir dans ces cas-là une petite veilleuse pour qu'il puisse distinguer l'image, regarder ses mains, les poings, voilà, et qu'il puisse se relier à elle pour se rassurer. Bon, bien sûr, il n'y a aucun processus qui peut garantir qu'il n'y aura plus jamais de cauchemar. Enfin, là, au moins, il promet une bonne manière d'agir. On peut faire quelque chose. Alors, une action symbolique, psychosymbolique, qu'est-ce que c'est au juste? Vous le voyez là, c'est un geste réel, chargé de sens, qui fait passer l'aide dans le corps et donc dans l'esprit de l'enfant. Le propre des différentes actions symboliques associées à l'ensemble des images que je vais vous montrer ici,
c'est justement qu'elle passe par le corps. Et pour qu'il y ait un impact sur le psychisme, il faut qu'il y ait une action concrète. C'est pas juste une pensée et c'est pas juste une parole entendue. Et autre condition, il faut que l'action soit choisie, pas imposée. Et ça, j'y reviendrai un peu plus loin parce que c'est absolument primordial. L'action qui, sur le plan imaginaire, a du sens, elle implique l'enfant, elle va l'engager. Il va mieux intégrer, mémoriser, et finalement, ça va le rendre plus autonome aussi. Dans cet exemple, comme dans les suivants, vous allez constater qu'on ne va jamais coller d'étiquette à l'enfant et qu'il n'est jamais mis en faute. Il n'est jamais en situation d'être insuffisant de quelque chose. Jamais, jamais. Là, on ne va pas dire tu es anxieux ou tu as des problèmes de sommeil. On va dire, bon, bah, il y a des cauchemars et il existe une protectrice faite pour ça. Ici, l'enfant n'est pas le problème, il traverse quelque chose qui n'est pas confortable et il s'équipe. L'idée est d'aider et d'autonomiser. Alors pour chacun des personnages qui vont suivre, au départ, il y a eu le questionnement d'un besoin, que ça soit un besoin de qualité de confiance, de sécurité, de reconnaissance, de concentration, de persévérance et bien d'autres besoins. Et donc est venue l'idée de pouvoir créer, à partir de petits schémas, des images plus fournies et plus riches, qui prennent vraiment un caractère esthétique pour afficher de vrais portraits avec des personnages qui sont vraiment maîtres de cette qualité et qui vivent dans un univers assez resserré. Il n'y a pas d'autres animaux ou figures autour. Chaque portrait est un allié imaginaire, transmetteur de la qualité, et c'est son unique fonction. Et l'image est destinée à prendre sa place un certain temps dans l'espace intime, qui devient un petit espace sacré. Et pour cela, elle sera exposée sur un petit chevalet qui est fabriqué et qui est fourni dans chacun des coffrets que je vous présenterai à la fin, puisqu'il y a un petit chevalet associé aux images. Donc, l'image a du sens. C'est de la première condition. Et à cela, on va ajouter une action symbolique qui a du sens, elle aussi. Et à eux deux, en lien, ils vont faciliter l'intégration de la qualité par le passage de l'idée au corps. C'est le principe pour tous. Et là, nous avons donc pensé à différents besoins. Et le premier qui nous est venu est le besoin de sécurité. Concernant le sommeil, et nous l'avons vu avec les cauchemars, avec le portrait de Dulcis, qui était chargé de les chasser. Et là, je viens sur un nouveau, d'Orlan-le-Roc, qui est l'exemple d'un allié pour sécuriser et provoquer l'endormissement. Alors ce personnage, lui, ne pense qu'à dormir. Il invite à le rejoindre sur son île, dans son temple du sommeil. Il propose de bien s'endormir, mais aussi de bien se réveiller pour envisager un jour nouveau et joyeux, après une nuit réparatrice et totalement ouverte sur le futur. L'action qui engage et qui fait le lien à la fonction imaginaire du portrait, ici, consiste à recréer l'île de Dorlan au pied de son image qui va être exposée. Et l'enfant va recréer l'île de Dorlan à l'aide d'un caillou choisi par lui, placé au centre d'une coupelle d'eau ou une coupelle de sable dans la chambre. Puis, une fois couché,
L'action va consister à respirer à la manière de ce maître de l'endormissement, en adoptant une respiration plus lente et consciente pour entrer dans le calme et dans le souffle du dormeur. Ce souffle, ralentissement du souffle conscient, c'est d'ailleurs utilisé en yoga pour favoriser l'endormissement, justement. Donc là, il a vraiment la conscience et, et la petite île symbolique qui fait le lien aussi. Un autre besoin de sécurité très fort, c'est l'adaptation à l'inconnu et au changement. En effet, un enfant peut manquer de sécurité pour pouvoir s'adapter à des changements et à l'inconnu. Il peut avoir peur d'aller à l'école, de commencer une activité, de partir vers un nouveau lieu, d'être en retrait dans des groupes, de ne pas être capable d'agir, de faire un voyage. Enfin, beaucoup de situations peuvent le mettre en insécurité de cette façon. Et donc voici un personnage, Tagrane le Grand. Il est un guide qui aide à se lancer dans l'inconnu, utile lorsqu'il y a un manque de sécurité. Il est un puissant tigre qui n'a peur de rien. Il est aussi enjoué, coloré et il est prêt au départ. Alors vous voyez sur l'image qu'il possède deux queues, dont une, celle qui part vers le bas, qui sert de guide à ceux qui s'y rattachent. En fait, elle peut s'allonger à l'infini, ce qui dans l'imaginaire la rend accessible quelle que soit la distance à laquelle l'enfant se tient. Elle est toujours disponible dans son imaginaire. Et la petite queue, quant à elle, celle qui est retournée sur le dos du tigre, elle est plutôt un symbole de stabilité et de sécurité interne. Tagrane, c'est donc sécuriser, mettre en marche, traverser, s'adapter. Il dit, allez, viens, on avance. Je marche devant et tu peux me suivre en toute confiance. Et l'action symbolique, eh bien, déjà, exposer son portrait et ensuite dire à haute voix la formule d'action et de mise en marche Gam, gam, tagra, gam. Il faut lever le pied droit, puis faire un geste comme pour attraper sa longue queue avec les mains. Et ensuite, il faut s'élancer en avant, en serpentant, comme si on évitait des obstacles, comme si on franchissait des ravins, on gravissait des montagnes, on traversait de merveilleux paysages, guidés par Tagrane. Et là, c'est pas foncer à l'aveuglette, hein. C'est pas se jeter partout, c'est naviguer, c'est s'adapter. Tagrane transmet son dynamisme et sa joie tout en restant prudent. Et plus tard, l'action symbolique demande de se répéter intérieurement la formule gam, gam, tagra, gam, 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 tagra, gam, afin de créer une répétition, un rythme un peu tribal en fait, hein, qui agit comme un mantra, qui agit comme un ancrage et une énergie active et qui va créer une continuité. Donc Tagrane ouvre joyeusement le chemin pour le sécuriser, dissiper les craintes qui figent, il permet l'avancée, la traversée. Et surtout, il transforme l'inconnu en jeu, en aventure, en paysage merveilleux. Un obstacle devient un ravin que l'on franchit. Une difficulté devient une montagne à gravir. Et c'est joyeux. C'est une exploration. C'est pas un danger. Ça se fait en sécurité. L'outil, le processus protège toujours l'estime de soi. Ce n'est pas je suis peureux, c'est je n'ai pas encore fait avec Tagrane. Il favorise l'autonomie. Dans l'imaginaire, le tigre précède l'enfant, il ne le porte pas sur son dos, il ne le remplace pas. Et c'est un jeu. L'inconnu est traversé en s'amusant à avancer avec Tagrane. Bon, je vais passer à un autre type de
vous présente Viruti. Tel que vous le voyez sur ce portrait, cet oiseau a décidé de porter ses plumes de queue non plus à l'arrière, mais en les faisant passer devant son cou. Il se montre ainsi aux yeux de tous, prêt à surmonter d'éventuels regards moqueurs, mais dont il n'a vraiment que faire. Il est aussi un personnage avec de la prestance. Il est respecté, écouté, apprécié. Rien ne pourrait le faire changer d'apparence. Il ose et est fier d'être lui-même. Lui, il dit à l'enfant qu'il a le droit de se montrer tel qu'il est. Même s'il se sent différent, il est là pour apprendre à sortir de la prison du regard des autres. Et il vit sa différence, non pas comme un défaut, mais comme une couleur, une singularité. Ainsi, il pallie à la peur d'être jugé, la peur d'être différent, la peur d'être rejeté. Et voici l'action symbolique qu'il demande et qui se déroule en 2 phases. Premièrement, comme pour tous, exposer son portrait. Ensuite, il faut installer un miroir à proximité et pendant plusieurs jours, consacrer chaque soir 3 minutes à s'y regarder droit au fond des yeux en disant « Je suis qui je suis et fier de l'être ». Alors déjà, il faut oser le faire et pour un enfant, c'est installer une petite voix intérieure, protectrice, qui jour après jour peut remplacer une pensée comme je suis nul, ou ils vont se moquer, ou je vais être rejeté. Voilà, c'est de la reconnaissance, c'est un acte de présence à soi. Et puis, quand on se sent prêt, qu'on a un peu renforcé l'estime de soi, là, il faut oser une particularité. Et Viruti propose de choisir, par exemple, c'est un exemple, de s'habiller vraiment bizarrement avec un vêtement mis à l'envers ou positionné de travers. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être oser un détail, une couleur, un accessoire. Assumer un goût que l'enfant a, lui, dans n'importe quel domaine, sans se mettre en danger. Ça doit être impérativement un choix de l'enfant, pas du parent. Et ensuite, il faut oser se montrer. Oser sortir ainsi, bizarrement vêtu, pendant au moins 1 heure, dans un lieu où il y a du monde. Alors, ça peut être se montrer dans un petit groupe, ça peut être la famille élargie, ou ça peut être des copains, ça peut se faire à l'école, mais surtout, et ça c'est très important, c'est très petit, très choisi. Attention, ça doit ressembler à une micro-exposition, ça ne doit pas être un grand saut, ça ne doit pas mettre l'enfant en difficulté. Et Viruti invite à s'amuser et à rire de cela, et à prendre ça à la légère. Quand il faut oser le bizarre, c'est le moment où l'enfant fait le passage de « je suis fier de qui je suis » à « je peux l'expérimenter » à petite dose. Et même s'il est le seul à voir sa particularité, cette différence qu'il expose, ce n'est pas du tout important. L'essentiel, c'est qu'il ose le faire et qu'il se sente en sécurité. Et c'est ce passage à l'acte petit et choisi qui rend la confiance vraie et vécue. En fait, on a souvent tendance à penser ou à dire « Oh, je manque de confiance, il m'en faudrait plus. » Oui, mais on en a plus lorsqu'on a commencé à une toute petite dose à expérimenter le fait que là, elle existe. Et là, ça c'est un moyen de rendre, par ce passage à l'acte petit et choisi, de rendre cette confiance vraie et vécue. Je passe à une autre image. Voici Bois de Lune, qui est sur le même sujet. Mais ici, le processus ne demande pas de devoir se montrer au regard des autres. Il reste beaucoup plus interne et peut convenir à d'autres enfants. Voilà, il y a toujours un choix possible dans les actions psychosymboliques. Et c'est bien que ce choix existe.
Ce cerf aux proportions étranges est différent des autres. Il étire régulièrement son cou jusqu'à la lune pour y abandonner ses bois et en faire naître de nouveaux. Ces vieilles ramures retombent ensuite sur terre, se brisent en morceaux et se confondent avec des branchages tout à fait ordinaires. Oui, mais à la différence près que leurs formes, elles, sont tout à fait bizarres et belles. Et comme Viruti, que l'on vient de voir, Bois de Lune est très à l'aise avec lui-même. Il est puissant et il est bien dans ce qu'il est. Ici, l'action symbolique consiste à exposer son portrait, comme pour tous les autres. Et ensuite, sortir, regarder la pleine lune et imaginer y distinguer les ramures du cerf. L'enfant est accompagné à cette exploration de la lune. Ce qui se joue déjà là, c'est un engagement psychique en amont. Il peut y penser, préparer la sortie la nuit à la bonne date avec le parent. Et il peut imaginer et penser au sens de cette action. La connexion concrète, physique au magicien se fait là via la lune, comme elle s'était faite pour Dulcis, la chasseuse de cauchemars, par les petits points qui étaient sur la main. Et le lendemain, dans la nature, il faut partir à la recherche d'un fragment imaginaire de la ramure que Bois de Lune aura mis sur notre chemin. Ceci en sachant que le bois se révélera à soi par sa beauté et sa forme très bizarre, différente des autres. Là, le parent va accompagner et sécuriser le processus par sa présence, mais il n'interviendra pas dans la découverte du petit bois, qui devra se faire en prenant son temps. Ça va pas être je sors, hop là, je vois le premier truc un peu bizarre et je me jette dessus. Non, c'est une quête. C'est subtil, il faut prendre le temps. Et là, l'enfant va choisir quelque chose qui aura du sens pour lui. Alors, la nature, elle se retrouve dans différents personnages, différentes actions symboliques de cet outil d'accompagnement. Et là, ici, elle a été choisie parce que la nature, elle ne juge pas, elle ne commente pas, elle ne classe pas. Elle offre un espace où le jeune peut se ressourcer, se ressentir et exister sans être évalué. On a parlé d'enfants, mais ici, vous en avez conscience et je pense que cela vous vient à l'esprit. Il n'y a pas d'âge pour utiliser ces images et ces actions symboliques. Évidemment, un adulte peut faire la même chose. Donc, ici, revenons à l'enfant, il part à la recherche de son propre symbole. Un fragment qui deviendra pour son psychisme un talisman identitaire. Et l'action symbolique demande évidemment que ce bois soit conservé. Les ramures tombées sur terre se confondent avec des branchages ordinaires parce que le bizarre est caché parmi l'ordinaire. La singularité a une place au milieu de la normalité et elle peut être précieuse et belle. Je passe à un autre besoin sur lequel il peut être utile d'accompagner des enfants, celui de pouvoir connaître sa propre valeur, ses forces et de découvrir ses qualités réelles. Beaucoup d'enfants auraient besoin d'apprendre à se valoriser, et ici par des qualités qu'ils peuvent reconnaître par eux-mêmes, pas celles dites par les parents, qui sont parfois des projections. Oh, je voudrais bien, ou alors, voilà, mais ou alors c'est peut-être une réalité, mais est-ce que l'enfant, lui, va l'avoir expérimenté? Est-ce qu'il y croit vraiment? Et voici donc, prenons-le vu. Il est un tout petit personnage qui pourrait tenir dans la paume d'une main.
Il invite à ne pas critiquer les autres car il déteste ça, ainsi que les injures. Il a le don de ne voir que les qualités et il sait mieux que soi-même quelles sont les nôtres. Il a la fonction et le pouvoir de nous les faire découvrir et aussi de les développer. Voici l'action qu'il demande à l'enfant. Il faut exposer son portrait. C'est la base. Puis, il faut que l'enfant passe le voir chaque jour en lui disant une qualité, un compliment sincère sur lui-même. Bon, alors là, il faut bien y réfléchir, parce qu'il faut en trouver un nouveau chaque fois, et ce n'est pas si facile à trouver, d'autant plus qu'il en demande 10. Et il demande un compliment vraiment sincère, pas une flatterie qui sonne faux. Ça va pas être j'arrive, je me pointe et je suis le meilleur. Non. C'est ah ben aujourd'hui j'ai réussi à, j'ai fait preuve de. Et l'image de Predon exposée sur son chevalet rend l'autocompliment beaucoup plus facile que se parler tout seul et plus facile que se parler à une vraie personne. Il y a quelque chose d'assez libérateur et d'aisé là-dedans. Et donc, lorsqu'au bout de quelques jours, l'enfant a installé cette auto-reconnaissance et qu'il a reconnu et fait le tour de ses points forts, Predon lui demande de réfléchir à une qualité qui n'est pas là, mais qui serait à développer. Une que l'enfant ne possède pas vraiment, mais qui, franchement, qui souhaiterait vraiment bien obtenir. Et là, vous noterez qu'on n'a pas besoin ici de parler d'un défaut. C'est pas du tout c'est pas l'axe. Et cette qualité, il devra la dire à Predon et la lui répéter pendant plusieurs jours. Ainsi, le magicien s'en emparera et la fera naître et grandir en lui. Le parent peut, là aussi, être très aidant en faisant découvrir à l'enfant cette qualité et en lui faisant remarquer sa progression et de petits efforts réussis. L'enfant imagine qu'il va désormais pouvoir grandir dans une direction qu'il a par ailleurs choisie. C'est pas j'ai un défaut et je suis en manque de quelque chose. Non, ça change tout. Il a choisi, il est en chemin vers quelque chose qui lui fait envie. Donc ce type de processus est bien évidemment très aidant pour les enfants qui se dévalorisent, qui vont dire je suis nul, j'y arrive pas. Pour les perfectionnistes aussi, qui vont se critiquer très fortement. Les enfants effacés, ceux qui ne croient pas en eux. Voilà. Et sur le même thème, je fais un petit clin d'œil sur Diempo, que je vais vous montrer brièvement et qui a la même fonction. Et lui, il demande que soient collectées dans la nature 12 belles pierres. À chacune, il faudra attribuer symboliquement une qualité que l'on a ou que l'on désire avoir. Et chaque jour, offrir une pierre à Diempo en lui rappelant vraiment la vertu, la qualité. La pierre incarne cette qualité et devient une présence, un rappel, une connexion. Ici, la petite action de choix de belles pierres et de leur emplacement mis au pied du portrait va créer un petit espace sacré et un petit musée imaginaire en fait, qui a du sens. Chaque pierre choisie va être choisie pour sa beauté, une particularité, c'est quand même une qualité que l'enfant va mettre dessus. Donc après, il a un petit musée à lui, là, qui est beau et qui a du sens. Et ici, le parent peut aider à questionner. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui te rend un peu fier? Tu peux le dire à Predon en une phrase ou à Diempo en une phrase. Aujourd'hui, j'ai été gentil, courageux. 10 qualités, c'est difficile à trouver s'il est seul. Et s'il n'en trouve que 4 ou 5, c'est pas grave. C'est pas le nombre qui est important, c'est le processus. Et le parent va aider, il peut aider vraiment aux définitions des qualités.
parce que l'enfant euh, peut s'y reconnaître d'autant plus si les choses lui sont exprimées de façon précise et détaillée. Et lorsque l'enfant dira sa vertu, il y aura en arrière-plan son expérience et la valeur de celle-ci, l'expérience qu'il aura, lui, eue dans la journée. Et ici, l'enfant va élargir la vision qu'il a de lui-même et s'exercer à se voir sous différents angles. Il va peut-être se trouver courageux, patient, honnête, attentif, créatif, responsable, poli, débrouillard, concentré, enfin, etc. Et c'est une vraie reprogrammation. Et pensez bien qu'il arrive qu'un enfant se définisse parfois par des défauts, et sans que vous le sachiez, hein, ou pour des qualités plus ou moins réelles, et sans qu'il ait pu les vérifier par des retours concrets sur son quotidien. Ici, c'est l'inverse. Il va avoir la preuve de ses qualités. Et quand il ne l'a pas, il va la créer. Alors, autre besoin de concentration. Alors ici, il est abordé sous un angle très physique et opérationnel lorsqu'il y a une surcharge, une fatigue mentale et un besoin de récupérer vite. Voici l'image d'une magicienne conçue pour pallier à cela. Elle se déplace avec la légèreté d'une plume en faisant d'immenses sauts. Elle vit près des rivières et des lacs qu'elle purifie par simple effleurement de son museau. Elle a le don d'éclaircir les idées, de rendre les pensées fluides. L'image la représente de couleur blanche et près de l'eau, car on l'a dit cousine des licornes, elle-même grand symbole de régénération, de soins et de pureté depuis le Moyen Âge. Alors, ce que dit l'action symbolique? Eh bien, tout d'abord, habillez-vous en blanc. C'est faire le lien avec Kirmi, elle-même blanche. Après avoir bien évidemment exposé le portrait. Mais ça, c'est entendu, vous l'avez compris. Et ensuite, elle demande, mettez-vous debout, penchez votre buste en avant comme pour attraper vos pieds. Laissez tomber votre tête vers le sol, fermez les yeux et imaginez de l'eau en dessous de vous. Faites de petits zigzags avec vos bras ballants comme si vous effleuriez la surface et pensez à Kirmi. Et restez ainsi 5 minutes, ce qui n'est pas rien, hein. Mais la durée peut être ajustée bien évidemment, ça peut être moins. Mais restez ainsi, tête en bas, jambes tendues, mais avec le buste, la nuque et les bras très 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 détendus, comme si tout allait de façon très fluide toucher le sol. Puis, au bout de quelques minutes, redressez-vous lentement, étirez-vous, Kirmi la blanche aura fait son effet. L'action symbolique ici est physiquement très proche d'une posture de yoga, Padastasana, utilisée et reconnue pour son efficacité lorsqu'on a besoin de se vider la tête, qu'on a besoin de retrouver rapidement des capacités de concentration et de mémorisation. Et c'est une posture qui est utilisée en cas de saturation et de surcharge mentale et qui vraiment est très très efficace. Alors, autre besoin, pouvoir réguler ses émotions. Et ici, on va aborder la colère. Alors, toutes les images que vous avez vues jusqu'à présent étaient des illustrations de maîtres magiciens complets, depuis l'origine établis dans leur pouvoir et leur qualité propre. Là, il y a une autre catégorie qui concerne des personnages qui, eux, ont eu à faire un chemin pour devenir ce qu'ils sont
Ils n'étaient pas du tout parfaits à l'origine, ce n'étaient pas des maîtres, ni des magiciens, et ils ont appris à se transformer, et notamment, là, ici, à réguler leurs émotions. Comme c'est le cas dans l'exemple qui suit pour la colère, avec Tramas, maître de la colère maîtrisée en amont de l'explosion. Il a été un très grand colérique, mais il a trouvé la solution pour s'apaiser et maîtriser sa propre colère. En fait, il se plonge dans l'eau, il absorbe la douceur et le calme qui s'y trouve, et il est bien. Alors de son ancienne peau rougie de colère et de rage, il conserve des traces. Ce sont ces anneaux tachetés de rouge que vous voyez sur son dos, et c'est aussi un léger éclat rouge dans les yeux. Et puis, bon, vous voyez son air un peu bougon, hein. Il reste bougon. Mais il ne se souvient même plus des raisons de ses anciennes colères. Son plaisir est l'immobilité et un peu de compagnie dans ses baignades. Voici l'action symbolique, donc celle qui implique le corps. Lorsque tu sens que la colère monte, va vite voir le gros Tramas. Prends de quoi dessiner et trouve en même temps le moyen de tremper tes pieds dans une bassine d'eau. Regarde le dos de Tramas et commence à tracer des motifs d'arabesques et de ronds. Oh là, ils sont si calmes, si plaisants à reproduire. Ils apaisent. Ils viennent de la douceur tranquille du fond de l'eau. Fais-les remonter à la surface de ta feuille. Tu seras surpris d'aimer partager ce temps calme avec le colérique Tramas. Alors, qu'est-ce qui se passe ici si on a un enfant en pleine crise de colère? Ah ben là, vous pouvez toujours courir. Il y a de fortes chances qu'il n'ait aucune envie de se calmer dans l'immédiat et il va vouloir exprimer sa colère. Il n'aura sûrement pas la moindre envie de répondre à la demande immédiate d'aller voir Tramas. Et nous l'avons vu, l'image et l'action symbolique ne sont jamais là pour punir. Ici, elles doivent exister en prévention et en mode apprentissage. Il est nécessaire que l'enfant, que l'on sait plutôt colérique, prenne connaissance de Tramas à un moment où tout va bien. Tramas propose une porte de sortie à la colère. Alors, qu'est-ce que va faire le parent? Ben là, on va faire une première fois pour essayer, quand tout est calme, quand tout va bien, et on décide ensemble, ben quand ça monte trop, tu peux aller à Tramas. Il y a le portrait qui est là, il est installé dans un endroit choisi par l'enfant, il y a une bassine qui pourra se remplir d'un peu d'eau au besoin, un support pour dessiner, et les crayons sont près du magicien. Et l'enfant s'approprie Tramas. Il va vers Tramas quand il le souhaite, mais après avoir pris connaissance avec lui dans un moment où a priori il n'en a pas besoin. Et si l'enfant va vers Tramas en colère, ben là, il ne faudra pas essayer de le calmer. Autour de lui, on ne va plus considérer la colère comme un problème culpabilisant. On dira plutôt, la colère, c'est une très grande force qu'il est utile de pouvoir maîtriser. On peut l'apprivoiser et la transformer et devenir maître d'une si grande explosion. C'est là une vraie force, celle dont peut être fier. On peut être fier de cela. Autre exemple sur le même thème, avec une action symbolique totalement différente, Xartoy. Alors lui aussi, il a un passé très violent, parce qu'il fut un temps où ses cornes volaient dans tous les sens, il attaquait tout le monde, et jusqu'au jour où, face à son reflet dans l'eau, ses cornes folles
qui attaquaient tout le monde, se sont retournés contre lui et étaient en train de l'attaquer lui. Et c'est à cet instant précis, quand il a vu cela, qu'il les a stoppés juste avant qu'elle ne le blesse au cou. Et il les a maintenus dans cette position, contenus dans cette position. Et c'est là qu'il a pris conscience de sa colère et qu'il est devenu Xartoy, le magicien de la violence maîtrisée. Alors l'action ici est une fabrication symbolique de ses cornes, devenues dociles. Donc, il va être question de trouver 2 tiges de bois assez souples que l'on va tailler en pointe, retourner, entourer et ficeler de coton. Elles deviennent toutes douces, elles deviennent dociles et elles seront portées en collier autour du cou pendant quelques jours. L'enfant va créer comme ça un collier symbolique représentant sa force devenue maîtrisable et un objet de protection. Bon, je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'était simplement pour vous montrer une diversité possible autour d'un même thème. Alors, un point que je voudrais aborder maintenant, c'est du côté du parent, des parents. Ces outils doivent rester simples et ils doivent rester souples. Ce ne sont pas des rituels à faire parfaitement, ni des punitions. Le rôle du parent, c'est d'installer un cadre bienveillant et sécurisé, puis de laisser l'enfant choisir et s'approprier. Et si une action demande plus de finesse, on l'adapte, on ne force jamais. Et les parents peuvent être accompagnés. Certains actes nécessitent plus d'adaptation que d'autres qui vont être très simples. Et là, pour les très simples, il n'y aura besoin de personne. Mais par exemple, pour celui qui se sent différent, comme nous l'avons vu avec Viruti, l'exposition de l'enfant au regard des autres doit être bien mesurée pour que ça soit confortable pour lui, que ça ne le mette pas en insécurité. Et pour Tramas, le colérique, l'adoption du magicien et de l'action doivent se faire dans une entrée au quotidien en amont de la crise. Donc pour les parents, il peut y avoir dans certains cas des questions ou pas savoir comment s'y prendre avec les fiches. Est-ce que je dois les présenter? Est-ce que je dois laisser l'enfant tirer au hasard, etc. Bon, là, je suis là pour y répondre. Et il peut y avoir des échanges entre nous. Ce n'est pas une nécessité, mais au cas où il y ait un besoin d'ajustement d'une action symbolique, s'il y a besoin d'un conseil par rapport à une situation, une façon de s'y prendre, je suis là pour répondre à cela. Et je vais terminer cette présentation par la base, faire confiance à l'imagination. Je dirais qu'elle est posée au début de chacun des coffrets dont je vais vous montrer l'image en fin de conférence. Ces coffrets des magiciens des pensées bien utiles, il y en a 2. Et il y a un personnage au début de chacun des coffrets qui pose la base. Il faut faire confiance à l'imagination. Et ceci est vrai et facile pour les enfants, mais parfois ça peut l'être moins pour les parents, c'est moins évident. Alors, Créatos est le tout premier magicien du 2e coffret. Il est celui qui a imaginé et créé tous les autres auxquels il a donné forme, il les a sculptés sous ses pattes avant. Il a les yeux bandés, car il regarde vers l'intérieur de lui-même, pas vers l'extérieur. Il imagine en étant tourné vers son cœur. Il souhaite que l'on se souvienne que sous ses pattes,
ces pensées deviennent des réalités. Et il demande d'en faire l'expérience. Tout en marchant, il invite enfants et adultes à sentir qu'à chacun de nos pas, nos bonnes pensées, nos rêves sont en train de devenir réels. Sous nos pieds se construit quelque chose, peu à peu. Il pose l'idée de base que nos rêves, nos projets sont réalisables. Et symboliquement, marcher, c'est aller vers quelque chose. C'est déjà construire. C'est avancer et entrer dans une dynamique de réalisation. Créatos souhaite que chacun marche dans ses rêves, y croit et les vive. Chaque pas installe une idée de progression. Peu à peu, je deviens qui je veux être. Il y a, vous comprenez, bien d'autres sujets qui peuvent être abordés dans ces deux coffrets des magiciens des pensées bien utiles, puisqu'il y a au total 36 portraits. Et notamment des soutiens pour la persévérance, l'organisation, le besoin de justice, de réconfort et bien d'autres encore. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, aller sur le site ganapil.com où il est possible de les commander si vous êtes intéressé. Et je peux aussi répondre à vos questions, bien sûr, dans les commentaires que vous donnez. Je répondrai volontiers et avec plaisir si vous avez des interrogations. Merci de votre écoute et puis à bientôt pour de prochains partages.